Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 3. Postcolonial, néocolonial, décolonial. Théorie, résilience ou rengaine. Avec Mame Fatou Niang, Someboy Vrenon et Nora Hamadi à la modération. Bonsoir. Bonsoir. Bah voilà, je me disais bien que vous étiez peut-être un peu timide, vous allez bien ? Bienvenue à l'auditorium du MUSEM pour cette nouvelle saison des procès du siècle qui, comme vous avez dû le voir, s'intéresse aux droits humains, aux droits de la Terre pour mieux habiter ensemble notre planète. Sur le banc des accusés maintenant, peut-être que vous connaissez un petit peu ce système, le système de domination sociale à l'origine des effondrements en cours et qui peut prendre plusieurs noms, patriarcat, colonialisme, capitalisme. L'idée, c'est d'explorer justement ces causes à défendre. Et pour cette deuxième date de la saison, on va vous proposer de réfléchir à différents termes qui nous évoquent l'héritage du fait colonial dans la société d'aujourd'hui et comment cette colonisation, elle pèse encore sur nos imaginaires, sur nos systèmes aujourd'hui. Voilà, donc que veut dire postcolonial, décolonial, néocolonial ? Est-ce que ce sont juste des théories ? Est-ce que ça nous parle de résilience ? Ou c'est une rengaine qui finit juste par nous fracturer ? Pour trancher ces questions cruciales, et nous avons besoin, parce que c'est un procès, de faire appel à des experts et des expertes de ces enjeux, je vous demande d'accueillir Mame Fatou Niang. Oh là là Mame Fatou, tu es artiste, maîtresse de conférences à Carnegie Mellon University. C'est en Pennsylvanie, aux États-Unis. Tu travailles sur la question noire, l'antiracisme et l'universalisme en France. Tu t'intéresses évidemment aux questions urbaines dans la littérature française contemporaine. Tu as co-réalisé le film Marianne Noire, un documentaire sur le parcours de 7 afro-françaises. Tu es aussi l'autrice d'Identité française et d'un ouvrage également sur l'universalisme aux éditions Anamosa, un essai coécrit avec Julien Suado. Et tu travailles sur un ouvrage qui s'intitule Mosaica Nigra, Blackness in 21st Century France. Merci à toi d'être là. Va nous rejoindre notre deuxième expert, Someboy Vrenon. Someboy, je vous cite. Someboy, vous êtes un apprenti chaman numérique, pur héritier de l'histoire coloniale française. Tu as grandi au Luth, qui est une cité de la région parisienne, à Gennevilliers, au 13e étage d'une tour qui flotte dans le virtuel. Face à la difficulté à se réapproprier la terre, tu t'es plongé dans l'espace numérique. Tu dis « Je pratique la numéricosophie ». Il va falloir nous donner des définitions, hein. Une spiritualité qui propose de construire une cosmogonie incluant la dimension numérique de l'univers, le but étant de pouvoir penser le poids politique de l'humain dans un dialogue avec des entités dont les performances techniques tendent à nous surpasser. Là, tu parles de l'ordinateur. Exactement. Ok, je vous fais le sous-texte parce que moi aussi, il a fallu que je le lise 2 fois. Tendu entre la singularité technologique et l'effondrement de la société thermo-industrielle, tu milites pour une écologie décoloniale. Eh bien, écoutez, merci d'être là. Merci à vous d'être là. Et je déclare ouvert ce procès du siècle. Hein ? Hey. Merci. Postcolonial, néocolonial, décolonial, est-ce qu'on parle de théorie ? Est-ce que c'est une forme de résilience, de rengaine ? On voit à quel point ces questions, elles sont, inflammables dans le débat public. Pourquoi elles s'invitent aujourd'hui, Mame Fatou ? Bonsoir à toutes et tous. Très contente d'être ici. Alors,
En regardant le poster, je me suis arrêtée à ce mot, rengaine, parce qu'on l'entend très souvent, c'est bon, on en parle assez, et c'est marrant parce que vraiment dans le débat public, pour moi qui travaille sur ces questions depuis une vingtaine d'années, je suis professeur depuis 15 ans maintenant, je trouve assez intéressant d'entendre ce mot de rengaine comme si voilà, on avait assez parlé de ces questions-là, alors que l'élément qui sous-tend ces trois propositions, postcolonial, néocolonial, décolonial, donc la question de la colonisation, il y a un point central qui est la question de la race. Qu'est-ce qui permet l'entreprise coloniale? Moi, je l'explique très souvent à mes étudiants, c'est comme lorsque vous lancez un programme informatique, il faut un code. Il faut trouver quelque chose pour lancer ce programme. Et ce qui va permettre la colonisation, ce qui va permettre le système qui est en procès aujourd'hui, ça va être ce qui permet de rationaliser, de le codifier, ça va être l'invention de la race. On arrive aujourd'hui à un moment, post-2020 en France, on dit on va arrêter d'en parler parce qu'on en a trop parlé. En fait, non. On a créé la race au XVe siècle, donc au sortir de la Renaissance. Et lorsque les grandes puissances occidentales, la Hollande, l'Angleterre, la France, se lancent à la conquête du monde, on va vouloir faire travailler des gens gratuitement. Mais ce travail gratuit, il faut le rationaliser juridiquement, parce que faire travailler des gens sans les payer ou les garder dans une cave, on peut aller en prison. Il faut le rationaliser métaphysiquement, parce qu'on arrive à un moment où on se dit nous sommes la crème de la crème, nous sommes ce qui se fait de mieux en civilisation. Il faut pouvoir justifier de faire travailler des gens gratuitement. Il faut le rationaliser religieusement, parce que se retrouver devant le Pearly Gates et dire à Saint-Pierre qu'on a réduit ses bébés en esclavage, il faut pouvoir rationaliser ça. Il faut le rationaliser économiquement. Donc, une chose va être inventée pour rationaliser tout cela, ça va être la race. Dire ces personnes ne sont pas des personnes, ces personnes sont des meubles. Et c'est ce qui va permettre de lancer véritablement le programme qui est le programme de la colonisation. Arriver dans un endroit qui s'appelle Abiyaya là et dire non, c'est l'Amérique. Arriver dans un endroit qui s'appelle Haïti et dire ça va être Saint-Domingue. Moi, ma famille est de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est Ndargate. Ndargate, ça veut dire l'endroit où le fleuve et la mer ne se touchent pas. Et on va enlever ce nom-là qui voulait dire quelque chose pour les gens, qui disait quelque chose de la manière dont on vivait l'endroit, planter un drapeau et l'appeler Saint-Louis. Donc, lorsqu'on essaie de revenir sur l'importance que l'invention de cette question-là a eu pour lancer le programme qu'a été le capitalisme, pour lancer véritablement l'Occident, que l'Occident est né de l'invention de la question raciale, lorsqu'on arrive aujourd'hui au programme qui bug, et on le voit, le programme bug, on arrive dans un endroit en se disant, cet endroit, il est infini, ses ressources sont infinies, que ce soit les ressources qui sont au-dessus, les hommes, aussi bien que les ressources qui sont en dessous, et cette finitude ou cette infinitude des ressources, on arrive aujourd'hui, on le voit avec les questions écologiques, mais aussi la question des droits de l'homme, les questions des droits de la femme, et toutes ces choses-là montrent que ce programme du capitalisme et le programme d'un monde occidental qui règne en maître absolu sur le reste du monde est arrivé à un bug. Et ce bug arrive avec la question raciale. Donc aujourd'hui se pose la question, et je vais m'arrêter sur ce point-là, de détricoter la question raciale, pas parce qu'on y croit à la race biologique, mais parce que la race a été un instrument de pouvoir. Et on nous le dit maintenant, nous sommes dans un post-racial, dans un monde post-racial, parce que voilà, on a Barack Obama, on a toi ici, on a moi qui suis professeur, on a toi qui es journaliste, et moi je le dis, je ne veux pas d'un monde post-racial, je veux un monde post-raciste. Et ça ne peut pas arriver tant qu'on n'aura pas compris ce que la race a fait. Mais alors ça, c'est extrêmement important. Vous, bien sûr, n'hésitez pas. Sauf que, pardon, je vais me faire la béotienne de service, post-racial, post-raciste, néocolonial, décolonial. De quoi on parle, Someboy? Est-ce que tu peux nous faire une cartographie de la réalité déjà de ces termes? Qu'est-ce que ça recouvre? Bonjour tout le monde, bonsoir. Merci aussi pour l'invitation. Merci même pour ta prise de parole. Pour répondre rapidement, le mot décolonial, moi personnellement, je l'ai découvert assez récemment dans mon parcours. C'était vers 2016 que j'ai découvert.
Et en fait, je l'ai découvert via des mouvements qui s'appelaient notamment Décoloniser les arts, qui étaient à Paris, dans toutes les villes de France. Il y avait des petites antennes qui se montaient pour réfléchir à comment la colonisation avait impacté nos réflexions et nos représentations culturelles. Et en fait, je découvre qu'il y a il y a un texte qui s'appelle « Race et colonialité du pouvoir », qui a été écrit par Aníbal Quijano. Et en fait, donc il a fait paraître ce livre qui s'appelle « Race et colonialité du pouvoir » et qui est une sorte de socle pour comprendre ce que c'est que la pensée décoloniale. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est donc la pensée décoloniale. Et en même temps, j'entends parler d'un autre personnage qui s'appelle Edouard Saïd, qui lui travaille en fait et enseigne et est américain. Donc il est aux États-Unis, mais il est d'origine palestinienne, et donc il a la double nationalité américain-palestinien. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, qui a été publié en 1978, et dans lequel il explique comment, en fait, tout simplement l'Occident a construit son regard sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Orient. Et donc ce livre-là, l'Orientalisme, c'est le livre qui est le socle de la pensée post-coloniale. Alors là, je vous ai dit, donc il y a Aníbal Quijano avec Décolonial, donc le texte Race et colonialité du pouvoir, et Edouard Saïd avec l'orientalisme et le postcolonialisme. Alors qu'est-ce que c'est donc postcolonialisme et décolonialisme ? En fait, postcolonialisme, c'est l'idée que la colonisation a existé, qu'elle a façonné le monde d'une certaine manière. Tout ce qui sont les États qu'on connaît aujourd'hui, même l'organisation de l'ONU, la répartition des langues, la répartition des monnaies telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est le résultat de l'histoire coloniale, notamment occidentale, puisque les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Portugais, les Hollandais, les Espagnols, ce sont eux qui ont construit les frontières et l'architecture du monde qu'on connaît aujourd'hui. Et donc tout ça, ça a produit quelque chose, et on est après le moment où leurs empires se sont officiellement arrêtés, et donc on est dans le moment post-colonial. Donc c'est une vision assez chronologique du temps. Il y a le moment colonial et le moment post-colonial. Donc ça, c'est la pensée donc, de Samir Amin. Et dans la pensée de Aníbal Quijano, donc qui vient plutôt d'Amérique latine, il y a une autre idée. Donc ça, c'est le décolonialisme. Et donc c'est pour ça que son texte s'appelle Race et colonialité du pouvoir, parce que en fait l'idée de Aníbal Quijano, ça va être que malgré l'arrêt de la colonisation officielle, le système politique a gardé ce qu'il appelle la colonialité du pouvoir. C'est-à-dire qu'officiellement la colonisation est finie, mais en fait les rapports de force qui existaient à l'époque coloniale ne se sont pas vraiment changés. On a gardé toujours les mêmes personnes qui étaient les maîtres à l'époque coloniale, qui sont toujours au pouvoir, notamment en Amérique latine, c'est hyper visible. Et donc cette idée arrive en France autour de 2007, vraiment, et rencontre les mouvements militants français qui ont eux aussi un autre background qui existe déjà avant. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà lu le procès de la colonisation de Ho Chi Minh en 1926. Il y a le discours sur le colonialisme de Aimé Césaire en 1950. Il y a Portrait du colonisé, portrait du colonisateur de Albert Memmi qui a été paru en 1957. Il y a Les damnés de la terre de Frantz Fanon qui est paru en 1961. Ouais. J'ai acheté tout à l'heure Albert Memmi sur tes conseils. Ce livre est incroyable. Mais on y reviendra. Ouais, on y reviendra. Et donc, je suis la maîtresse des horloges et là, faut qu'on avance. Et j'arrête là pour dire, il y a aussi un livre qui s'appelle France-Afrique. Enfin, il y a l'idée de France-Afrique qui a été mise en... Ça aussi, on y reviendra. Ok, très bien. C'est pour parler du néocolonialisme. Évidemment, le néocolonialisme, on y reviendra, et on reviendra de manière très précise sur à quel moment nous sommes. Parce que là-dedans, moi, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'on est dans un moment et post-colonial. On pensait que ces empires étaient terminés, sauf que la structuration qui est née de ces moments est encore extrêmement présente. Donc il faut décoloniser les esprits, les espaces politiques, etc., etc. Mais justement, revenons au début et on va passer aux pièces à conviction de ce procès. Mame Fatou, tu as voulu parler de cette fresque de Hervé Di Rosa, qui est une commande publique qui avait été faite initialement pour la RATP, pour les murs du métro de l'Assemblée nationale, et de peur qu'elle ne soit abîmée, elle a été récupérée par l'Assemblée nationale, l'institution, dans ces murs. Toi, tu te retrouves à faire une projection de ton film, Marianne Noire, et tu tombes sur cette fresque. Pourquoi est-ce que, selon toi, elle est problématique ? Donc, elle est à côté de la salle de cinéma, je tombe dessus, je n'en crois pas mes yeux, et je manque de tomber à la renverse quand je vois que c'est la fresque qui commémore l'abolition de l'esclavage au Parlement. Donc avec un ami, Julien Ciodo, nous envoyons une lettre au président de l'Assemblée nationale et aux députés que vous pouvez trouver, elle est sur Slate. Et c'était vraiment une question, parce que je pense qu'on va parler de la question des déboulonnages. Moi, je suis artiste, je n'appellerai jamais
à détruire une œuvre. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, qui est la question de la mémoire. Moi, je veux que dans 300 ans, nos enfants sachent que cet objet a existé, il ne doit pas être détruit. Et on pose une question très simple. Le titre de l'article est « Est-ce que cette œuvre est la meilleure œuvre pour commémorer l'abolition de l'esclavage ?» Et donc la question c'est... en quoi elle est problématique? Parce que je vais me faire la porte-parole d'Hervé Di Rosa, qui a dit clairement qu'il ne comprenait pas les griefs contre lui, sachant que voilà le reste des œuvres de ces fresques qui sont à l'Assemblée nationale. On voit bien qu'on est dans un univers qui reste globalement le même. Pourquoi, selon toi, c'est problématique, alors même qu'il le dit bien? Voilà, ses caractères physiques, ses grosses lèvres rouges, quel que soit, voilà, il faut pas exciter le racisme, mais en s'arrêtant à un simple code formel. Pourquoi ça, ce serait problématique et ça le serait pas? Moi, à aucun moment, je n'ai dit que cet artiste était raciste. J'ai dit que son œuvre avait du racisme et que son œuvre était raciste. Et ce qui va se passer, c'est qu'en personnalisant le débat, on ne va à aucun moment regarder l'œuvre. Cette œuvre est absolument raciste. Et par exemple, l'un des premiers arguments, et l'argument que l'on entendra souvent, est que c'est sa manière de dessiner, c'est sa patte. Alors avec mes étudiants, moi je travaille dans une université d'ingénieurs, nous avons parcouru sur Artnet tout son book, 3254 œuvres, et nous avons trouvé qu'il avait 35 façons de dessiner les bouches, 24 façons de dessiner les nez, 36 façons de dessiner les yeux. C'est une œuvre raciste qui est complètement ancrée dans un imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire bananien. Je vais vous demander de chercher dans Google le restaurant du KKK. Le logo de ce restaurant était exactement le même. Le Ku Klux Klan. Et dans un entretien qui avait été donné pour le New Yorker, la journaliste lui montre la photo et c'est exactement la même, avec les grosses lèvres, la peau très très noire, les yeux bleus. Et il dit non, je ne trouve pas que ces deux œuvres se ressemblent. Et en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est que les arguments que l'on va présenter, que vous pourriez trouver très facilement en ligne, c'est sa patte. Non, ce n'est pas sa patte. Il aurait pu produire autre chose qu'une œuvre banania. Les Noirs ont des grosses lèvres, donc cette œuvre est réaliste. Le racisme n'existe pas, donc une œuvre raciste ne pourrait pas entrer dans l'Assemblée nationale, qui est un temple républicain. Cet objet vient d'un artiste qui a beaucoup fait pour des artistes africains, et il y a toute une litanie d'excuses qui, pour moi, sont symptomatiques de ce que j'ai appelé le racisme au fantôme. Ce n'est jamais du racisme, c'est toujours autre chose. C'est l'exception culturelle. Par exemple, sur France Culture, Guillaume Erner va nous dire c'est pas raciste, c'est de l'ironie. Et moi, la question que j'ai posée, c'est ok, ce n'est pas raciste, c'est de l'ironie. C'est pour rigoler. Est-ce qu'on pourrait penser, et c'était à l'époque où on pensait à la création du monument pour les victimes du Bataclan, est-ce qu'on pourrait penser à un objet ironique, satirique, voilà, des jeunes qui courent, qui se prennent des balles et qui disent « Ah mais ça pète, ça bombe », c'est pas possible. Pourquoi l'ironie, la satire serait ok pour un crime contre l'humanité, qui plus est sévèrement non étudié en France? Et qu'est-ce qui fait que cette exception-là est valable pour la mémoire de l'esclavage? Et malheureusement, le débat en France se sera concentré sur ma personne, j'importe le racisme des États-Unis, et sur la personnalité du peintre, que moi je n'ai jamais accusé. Il y a un documentaire de la BBC et de Arte où il dit « Je ne comprends pas. Pour moi, cet objet, je le cite de tête, c'est un rêve, c'est une esthétique, ce n'est pas la réalité. » Ben non. C'est la réalité de 420 ans d'esclavage. Toute ma vie d'artiste, je me suis battue contre les censeurs du bon goût pour faire exister les formes grotesques issues de l'imagerie populaire et modeste. Aujourd'hui, les censeurs viennent de là où on ne les attend pas. Pour moi, quel que soit le prétexte, toute volonté de censure d'un geste artistique et poétique est inacceptable. Je suis tout à fait d'accord, et c'est une artiste qui parle, mais là on est je pense que c'est là où c'est très compliqué en France, où on est resté sur la question des intentions. Moi, son intention à la créant, ça m'est égal. Et l'intention de l'artiste ici a dépassé, a été supérieure à toutes les voix qui se sont soulevées pour dire je me sens blessé par cet objet. Qu'est-ce que Someboy, toi, tu fais partie de ce collectif Décoloniser les arts. Quand, face à ces critiques, on te parle de tyrannie des minorités, stop à la censure, stop à la repentance, concurrence victimaire, qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a su faire, par exemple, sur d'autres génocides, sur d'autres massacres, sur d'autres mémoires, que là, sur la question de l'esclavage, on n'a pas été capable de faire?
Moi, je pense que oui, il manque beaucoup d'éducation sur qu'est-ce que c'est que le racisme, c'est ce que tu as expliqué jusqu'à maintenant. Je veux dire aussi qu'il y a une chose aussi, moi, qui me paraît vraiment forte dans cette image, c'est les chaînes qui se brisent toutes seules. Quand on sait qu'il y a la révolution haïtienne, qu'il y a énormément de personnes qui se sont battues, qui sont mortes pour pour obtenir l'abolition de l'esclavage, et que là, en fait, cette image, c'est un peu l'image du noir banania content. On ne sait pas s'il est acteur ou pas de ce qui vient de se passer. En tout cas, les chaînes sont explosées. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une forme de dépolitisation. C'est ça, c'est complètement dépolitisant et ça n'historicise pas du tout ce qui se passe. Ça permet pas du tout. Est-ce que c'est oui, mais dans l'absolu, on lui demande pas de faire un pamphlet politique, c'est une œuvre. Non, mais ça pourrait être juste historique. Là, il s'agit d'une fresque historique en fait qui est censée retracer sur des histoires, l'histoire de France et l'histoire des grandes avancées des droits civiques en fait, puisqu'il y a aussi la question du droit de vote des femmes, plein de choses. Et là, cette abolition qui est quand même très importante, elle est représentée juste par une explosion de chaînes et des noirs qui ont l'air bêtes et contents. Et on comprend pas du tout. Voilà, et on comprend pas du tout tout le combat que ça a été en réalité et toute la violence que ça a été quand on voit aujourd'hui ce qui est Haïti, toute la violence de la répression qui a été la suite de ce moment. Et la dette. 1994, voilà, la dette. Et la dette, explique-nous, la dette d'Haïti. En fait, c'est-à-dire que Haïti a été forcé de payer en fait une dette, donc c'est-à-dire 32 milliards d'euros par rapport à l'argent de l'époque. Pour la perte, en fait, pour tout ce que les planteurs de l'époque avaient perdu en termes d'intérêt au moment de l'indépendance. Et donc, ce qui explique l'état de grande pauvreté de l'île actuellement, même s'il y a plein d'autres facteurs qui l'expliquent. Ça, c'est quand même quelque chose de très important, puisque... Ça, c'est un héritage de la fin de l'esclavage. Voilà, Haïti a dû payer cette libération. Exactement. Et après, tu disais sur la question des nouveaux censeurs, c'est quelque chose qui revient toujours dès qu'on parle d'histoire coloniale. On nous accuse en fait de soit vouloir réécrire l'histoire, soit vouloir l'effacer, soit vouloir censurer la création. Et je me dis, c'est fou. En fait, il y a des gens qui ont eu la possibilité de parler pendant des années et la propagande coloniale ou l'imaginaire raciste, il s'est développé grâce à cette liberté totale qui était en fait une liberté de domination et de construction des représentations sur d'autres. En fait, c'est la liberté de parler des autres et de représenter les autres. Et en fait, aujourd'hui, quand il y a d'autres voix qui s'élèvent, eux se barricadent directement en accusant d'être des censeurs, etc. Alors qu'ils ont les moyens de le faire. Enfin, cette œuvre, elle n'a pas été retirée, elle est toujours là. En fait, il n'y a pas de problème, outre le fait que toi, tu as écrit une tribune, que vous avez écrit une tribune. Il n'y a pas eu de jet de quoi que ce soit dessus. Il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a rien eu. Et pourtant, très facilement, l'opinion publique s'accroche à cette idée qu'il y a effectivement des nouveaux censeurs. Alors qu'on n'a aucun pouvoir politique, on ne fait que s'exprimer. Et en plus de ça, au même moment, plus on prend la parole sur ces sujets, moins on est invité, moins on a la possibilité de nous-mêmes d'obtenir des moyens de nous exprimer. On va continuer sur la question des représentations. Et pour en parler, j'appelle à la barre Elia Pockner, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle art contemporain au MUCEM. Bonjour Elia. Bonsoir. Alors, cette pièce à conviction. Cette pièce à conviction est donc une œuvre du MUCEM, récemment acquise. On pourrait la prendre pour une peinture, puisqu'elle est sur un chevalet, mais ce n'est pas une peinture. On pourrait imaginer que c'est une affiche, mais ce n'est pas vraiment une affiche. C'est une œuvre qui s'appelle « Les utérus de mon père », et on la doit à Fatima Masmouz. Fatima Masmouz, c'est une photographe, une performeuse, une plasticienne, et aussi une artiste conceptuelle, parce qu'elle a commencé, elle est autodidacte, mais elle avait commencé son parcours par des études d'histoire de l'art, et elle a une manière bien à elle de charpenter toute son œuvre par des idées, par des concepts, par des titres qui contiennent souvent des jeux de mots. Elle a par exemple consacré à la question de l'avortement tout un corpus d'œuvres qui s'appelle le corps rompu, à la grossesse, un corpus qui s'appelle le corps pensant, P-A-N-S, et elle consacre aussi tout un pan de sa création au corps colonial. Alors, les utérus de mon père, pourquoi ? L'utérus, pour elle, c'est le premier site où se forge l'identité. Et donc, pour elle, c'est vraiment le symbole de l'identité. Et en fait, en termes d'identité, quand elle m'en parle, elle me dit « Oh là là, mais moi, des identités, j'en ai plein. J'en ai plein, elles cohabitent toutes en moi. Elles m'habitent, elles m'animent. Je suis née en 1974 à Casa. Je suis arrivée tout de suite, quelques mois après, à Mantes-la-Jolie, avec ma culture berbère, avec ma culture marocaine. Et ça faisait un bruit dans ma tête, ça crissait, etc. »
Et en plus, elle a quand même subi beaucoup d'assignations, puisqu'à Mantes-la-Jolie, son papa est épicier et qu'elle se confronte dans une espèce de laboratoire humain des structures sociales où se jouent certaines dominations au cliché de l'arabe du coin, puisqu'elle est la fille, je la cite, de l'arabe du coin. Et donc, comment réagit-elle à cela ? Elle s'empare d'affiches coloniales, en tout cas pour cette série, Les utérus de mon père. L'affiche coloniale d'origine. Voilà. Vous avez donc une affiche qui met en plus Marseille à l'honneur. Marseille, où s'est tenue en 1906 une des 2 expositions coloniales qui sont tenues à Marseille. Et Marseille édite donc cette affiche pour inviter le public à se rendre nombreux à l'exposition coloniale, vante les chemins de fer dont la ligne a été construite également pour faciliter, permettre le commerce autour des victuailles qui arrivaient par le port de Marseille. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche coloniale ? Évidemment des types, une espèce de synthèse des types des continents colonisés par la France, avec sur fond d'une mer Méditerranée dont l'imaginaire se constitue aussi à travers ce type d'affiche. Et vous reconnaissez aussi le profil marseillais, la bonne mère, bien connue, et puis aussi quelque chose qui va suggérer la profusion, la richesse. Évidemment, il y avait un certain intérêt à coloniser ces territoires. Donc, ce n'est pas une corne d'abondance, mais presque, des fruits, des fleurs, et puis un beau symbole d'exotisme, puisque le terme d'exotisme est aussi un terme assez clé quand on décolonise, en la personne de ce perroquet. Et puis les grandes fêtes indigènes que le public est invité à venir voir. Alors Fatima Masmouz, elle ne veut pas effacer cette image, elle veut aussi la conserver et elle veut aussi la transmettre, mais la brouiller quand même. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle la biffe de rayures d'une part, et puis aussi d'une double trame d'utérus. Et en fait, vous voyez aussi des pixels, c'est à dessin, c'est vraiment pixelisé pour que l'image soit moins facilement visible. Et paradoxalement, en fait, quand c'est moins visible, vous regardez plus. Et donc, ces utérus, en fait, donc, il y a 2 trames. Les gris sont des utérus malades, symbole pour elles d'une identité altérée, affectée par la colonisation, la colonialité. C'était typiquement pour elle la souffrance que véhiculait la génération de son père, les utérus de mon père. Et par-dessus, en rouge, vous avez une trame d'utérus sains, qui sont, elles, le symbole plutôt peut-être d'un dépassement de cette difficulté, d'une synthèse. Fatima Masmouz est quelqu'un d'extrêmement énergique, d'extrêmement heureux, qui, au moment où elle a eu des enfants, se dit « mais qu'est-ce que je veux transmettre ? Qu'est-ce que je peux transmettre en tant que berbère, marocaine, française, ballottée comme ça dans l'entre-deux, l'entre-trois, l'entre je ne sais combien ? Qu'est-ce que je peux transmettre ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Eh bien, ce que je veux transmettre, c'est une identité réparée. Et c'est à la fois pour transmettre la mémoire et une identité réparée qu'elle a créé ces œuvres. Ces débats d'identité se discutent souvent aussi de mère en fille ou d'une génération à l'autre. Et je pense que là, Fatima Masmouz touche aussi quelque chose. Donc voilà. Et merci pour cette pièce à conviction. Merci. Elia Pockner, merci beaucoup. Cette idée de la transmission, elle est centrale. On voit à quel point l'art peut servir à décoloniser et à faire en sorte d'interroger cette transmission. Qu'est-ce que ça dit aussi, toi-même Fatou, par rapport au travail que tu fais dans tes résidences aux ateliers Médicis, cette idée de réparer l'identité? Pardon, je vais être cash, est-ce qu'il suffit de détourner cette iconographie pour arriver à réparer quelque chose? Alors moi, je réfléchis beaucoup sur l'idée de décoloniser. J'ai de plus en plus de mal avec ce terme. Je visitais, et c'est aussi en rapport avec la résidence que je fais aux ateliers Médicis, j'ai fait un tour des musées, des grands musées coloniaux, et le dernier était Tervuren. Je viens d'ailleurs d'écrire un article qui est sorti dessus, en me disant, donc le Tervuren qui est à Bruxelles, où le musée a été décolonisé. Ils sont très fiers de dire qu'il a été décolonisé. Et en fait, lorsqu'on rentre, je vais vraiment aller très très vite. Lorsqu'on rentre, il y a une pièce qui est la pièce des bannis. Et donc, il y a une vingtaine... Les bannis, voilà. Donc, il y a une vingtaine de statues qu'on a décidé qu'ils ne pouvaient plus être dans le parcours actuel. Et donc, après...
lorsqu'on rentre, je trouve que c'est un dispositif qui est très joli. Et lorsqu'on passe cette pièce, on rentre dans une nouvelle exposition. Ben non, c'est un musée qui a toujours 32 000 cadavres, qui a toujours 120 têtes qui doivent être rendues en Algérie, au Congo, etc. C'est un musée qui est un lieu de mort. Donc moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut décoloniser un tel musée? Et je pense, est-ce que la question de la décolonisation des esprits est possible lorsqu'on est sur une histoire de 420 ans? On a beaucoup de mal en France lorsqu'on dit, on a commencé avec la question de la rengaine à se dire, mais c'est pas chez nous, vous importez des questions américaines, ça c'est des problématiques pour les Américains, c'est des problématiques pour les Anglais. On a importé 3 fois plus d'Africains dans les îles françaises qu'aux États-Unis. C'est éminemment une histoire française. Donc quelque chose qui fait autant partie de nous, est-ce qu'on peut s'en échapper? Ou alors, moi je pense qu'il est impossible de décoloniser. Il faut qu'on accepte cette histoire et qu'on se rende compte que c'est une histoire française. Lorsqu'on me dit que ce soit pour la fresque ou pour les travaux que je fais, que je suis une terroriste de la République, que je casse la République en deux, qu'il faut, je l'ai entendu sur un plateau, mettre l'universalisme sous verre et le cacher au fin fond d'un musée, je me dis, mais on sacralise quelque chose comme ça, on oublie que c'est un projet. L'universalisme n'a jamais été atteint. Ce qui est intéressant là-dedans, et on va passer du coup de manière presque logique à ta pièce à conviction, Someboy, tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, en fait, n'existe peut-être pas tant que ça dans les programmes scolaires, dans l'espace public, dans nos débats, même si on a le sentiment que ça c'est extrêmement présent parce que peut-être ça hystérise aussi beaucoup. Tu as souhaité revenir sur voilà, le petit journal et la mission Marchand. Raconte-nous peut-être cette mission Marchand et la manière dont ces représentations de cette mission Marchand dans l'espace public doivent être interrogées. Ouais, et juste, je voulais dire que je suis pas totalement d'accord avec même sur la question de décoloniser, mais peut-être qu'on pourra y revenir. Ah, est-ce qu'on peut ou pas décoloniser? Mon Dieu, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant avec le truc décolonial, c'est qu'on n'est pas tous dans le même bloc tout le temps. Et en fait, donc ce document que vous voyez, donc le petit journal, donc c'est l'édition donc c'est le petit journal supplément illustré. Vous avez peut-être déjà vu ce journal quand vous faites, je sais pas s'il y en a qui aiment bien faire un petit peu, voilà, les vides-greniers, etc. Il y a souvent ce journal qui apparaît et ce journal, donc il couvrait toute l'actualité de France pendant très très longtemps. C'était un des journaux les plus consommés. C'était un peu, on va dire, le 20h. Enfin, si vous voulez avoir l'actualité en images, c'était ça. Et il y a donc une partie des numéros du petit journal qui ont des sujets sur les colonies. Mais ce n'est pas du tout tous les petits journaux, c'est juste une partie. Et celui-là, il a été publié le 28 mai 1899, donc pendant la mission Marchand. Et donc la personne que vous voyez ici, le monsieur blanc qui pose, c'est le commandant Marchand, qui était donc le chef d'une expédition qui était chargé de partir du Congo jusqu'aux sources du Nil. Donc l'idée, c'est de traverser l'Afrique en diagonale pour en fait bloquer la descente des Anglais. Les Anglais, ils partaient de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud et les Français voulaient les empêcher de faire ça. Donc ils voulaient couper plus vite. Voilà, donc c'était une sorte de course à travers l'Afrique. Et donc pour être le plus rapide possible, la mission Marchand, elle utilisait des porteurs. Parce qu'en fait, ça va plus vite de le porter que de passer par le fleuve, parce qu'il y a des moments où il n'est pas navigable. Et le bateau s'appelle Faidherbe, qui est le nom d'un autre colonisateur qui a colonisé notamment le Sénégal. Bref, cette image, elle donne l'image qu'on voit juste après. Et donc, qui est ce monument. En fait, c'est à peu près le même type de posture, qui est le monument à la mission Marchand, qui existe, donc qui a été inauguré donc en 1949, à Paris, dans le 12e arrondissement, en face du Palais de la Porte Dorée, donc l'actuel musée de l'histoire de l'immigration. Vous avez ce monument-là, un grand monument en l'honneur de la mission Marchand. Sachant que cette mission a été un échec en réalité, mais c'est pas grave. Et vous voyez que sur la photo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Mais sur la photo qui est à droite, vous voyez le commandant Marchand qui pose avec les bras croisés. Et sur la photo actuelle, donc là c'est moi devant, il n'y a plus de commandant Marchand. Pourquoi ? Parce qu'il a été déboulonné à l'explosif, donc à la dynamite, en 1983, par un collectif qui s'appelait l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, et qui sont venus, qui ont posé une bombe là. Et voilà, ciao Marchand. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Ciao Marchand. Voilà. Ce qui veut dire que tout ça pour dire... quand on dit déboulonner les statues, ces débats qui sont très éruptifs en ce moment, cette salle des bannis dont tu nous parlais, en fait, c'est pas nouveau comme débat. Exactement, c'est pas du tout nouveau, et surtout ça a été
parfois beaucoup plus radical qu'aujourd'hui, où, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aucun déboulonnage n'a été fait en France métropolitaine. Il n'y a eu aucun monument qui a été fait. Il y en a eu donc aux Antilles. Il y en a eu aux Antilles, mais il n'y en a pas eu dans la période 2020 où justement cette question arrive et tout le monde a peur qu'on réécrive et qu'on efface, etc. En réalité, bon, voilà, 1983, ils mettent la dynamite et ça pète. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est, comme tu parlais des bannis, avant ce monument, il y avait un autre monument qui était là. Donc juste avant qu'ils mettent en place celui-ci, donc ça, il a été créé donc 1949. Avant ça, il y avait en 1934 un monument qui s'appelait « Aux gloires de l'expansion coloniale française » et qui était un monument qui représentait l'Afrique, l'Asie, un peu comme celui que vous avez à Marseille, si vous le connaissez, j'imagine, quand vous descendez les marches de la gare, vous avez deux figures qui représentent les colonies, enfin l'Afrique et l'Asie. Là, c'était un monument qui était censé représenter toutes les possessions coloniales françaises, qui était placé à cet endroit-là, qui a été démonté pour installer ce monument-là et qui aujourd'hui est en fait en fragments dans un endroit qui s'appelle le Jardin d'agronomie tropicale, qui est au fond du bois de Vincennes en région parisienne et qui est l'endroit où il y a eu la première exposition coloniale à Paris. C'était en 1907, donc l'année d'après celle de Marseille. Et donc dans cet endroit-là, vous avez les fragments de ce monument aux gloires de l'expansion coloniale. Donc juste pour dire que les fragments, ça veut dire qu'en fait il y a des herbes, il y a des arbres qui ont poussé dessus. Ils sont tout schlag, plein de comment on appelle ça, de moisissures, etc. Tout cassé, tout. Ça veut dire qu'on a déboulonné ce monument. Enfin, on l'a sorti pour le remplacer par celui de la mission Marchand. Mais est-ce que, du coup, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est intéressant, à un moment, est-ce qu'il faut bannir ces œuvres et faire une pièce à part? Il y a eu une exposition qui a été voulue, et un recueil qui a été voulu par le président de la République qui s'appelle Portrait de France, et qui propose aux collectivités, aux maires, des centaines de portraits de personnes, une centaine de portraits de personnes soit françaises, soit naturalisées, soit qui se sont engagées pour la France, et qui leur dit piochez et faites en sorte de baptiser vos bâtiments, vos places, vos rues, vos gymnases. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Et est-ce que du coup, il faut débaptiser ou pas? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout contre le déboulonnage. Mais ça ne me dérange pas que les monuments soient déplacés. Enfin, je veux dire que ce n'est pas forcément la destruction totale, mais en général, c'est rare de détruire un monument, surtout quand c'est un truc comme ça. Pour le détruire, il faut vraiment être déter. Faut de la dynamite, oui. Voilà. Mais même la dynamite, ça n'a fait exploser que Marchand, c'est ça que et même la statue de Marchand n'est pas détruite, enfin, elle n'est pas en poussière, en fait. Elle existe, elle est toujours quelque part, mais juste ils ne l'ont pas réinstallée. Et du coup, moi, ça me dérange pas du tout le fait de déplacer les monuments, mais ça, c'est quelque chose qui doit être pensé collectivement. Et après, l'autre chose dont je me méfie, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, par exemple, c'est 100 portraits de personnes immigrées. Bon, si vous regardez, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Europe, notamment, enfin, il y a des gens d'Espagne, etc. Mais ils ont essayé de noyer le truc. En fait, ils ne se sont pas focalisés sur la question coloniale, ils ont élargi, comme ils font souvent, pour éviter de creuser cette question, même si ça a été un travail qui a été très bien fait par des historiens compétents. Mais par contre, ceux qui sortent de l'histoire coloniale dont on se souvient, c'est souvent ceux qui ont en fait collaboré, en fait, qui se sont inscrits d'une manière ou d'une autre dans le récit de ce que la France veut. Et du coup, ça va être des personnes qui sont inscrites en politique à un moment où la colonisation était encore présente. Ça va être des personnes qui étaient des tirailleurs, mais qui ont participé, par exemple, à la guerre d'Indochine. Ça peut être des tirailleurs sénégalais qui se sont battus en fait, pour maintenir l'oppression coloniale en Indochine. Enfin, tout ça pour dire que ils n'avaient pas le choix et c'était une situation complexe. Mais c'est ces profils-là qu'on va aller chercher quand on peut en repêcher certains. Alors, comme vous le savez, qui dit procès dit commission d'enquête. J'appelle à la barre nos premiers témoins. Bonjour, je m'appelle Marion et samedi j'ai participé à la commission d'enquête. Aujourd'hui, je serai pour vous Marie, 33 ans, travailleuse humanitaire. Donc bonsoir, je suis donc Marie et au départ, je me suis engagée dans l'humanitaire un peu par hasard. Enfant, ce métier me faisait rêver. Voyager, aider les autres, être utile et participer à un monde meilleur. C'est porté par cet idéal que je me suis lancée dans cette voie. Juin 2019, nouvelle mission, Centrafrique, ancienne colonie française. Je ne connais que très peu de choses de ce pays et je pars un peu à l'inconnu. Bien sûr, j'ai entendu parler de Bokassa, ce dirigeant fantasque qui se prenait pour Napoléon dans les années 80. Mais c'est à peu près tout. Avant le départ, je lis un livre de Jean-Pierre Tuquois, Centrafrique, le pays qui n'existait pas. Je comprends vite en arrivant ce que l'auteur voulait signifier. Les institutions
n'ont pas d'argent et aucun contrôle sur le pays. Seule la capitale donne un semblant d'organisation, même si les habitants n'ont pas toujours l'électricité 24 heures sur 24. Je viens pour travailler sur un projet de relèvement économique, comme on dit dans le jargon. C'est financé par l'ambassade de France et je dois convaincre des villages de planter du coton en échange de matériel agricole et de pesticides pour augmenter les rendements. J'organise une réunion avec le chef du village où je vais travailler. Je lui explique le projet et il me dit « Mais ça ne va pas. Ici, on ne plante pas de coton. On a arrêté quand les Blancs sont partis. Dans ce village, on plante seulement du maïs. Ça pousse mieux, on peut le vendre plus cher et surtout, on peut le servir pour nourrir nos enfants. Mais c'est vrai ça. Pourquoi du coton ? J'appelle mon contact au sein de l'ambassade avec une question. Ne pourrait-on pas plutôt aider les agriculteurs qui plantent du maïs ? Ah non, mademoiselle, ce n'est pas le but du projet. Nous avons déjà mis assez d'argent sur la table pour aider votre ONG. Réfléchissez s'il vous plaît à vos intérêts. Nous avons besoin que ces villages plantent du coton et vous avez besoin de notre financement. De plus, on a signé un accord avec une boîte française qui souhaite absolument exporter le coton centrafricain, dès l'année prochaine. Ça va redynamiser toute la région. Ces populations nous remercieront. Nous allons faire quelque chose de grand pour réformer l'agriculture du pays et nous allons changer les choses. Je m'appelle Marie, je suis travailleuse humanitaire et comme beaucoup, j'ai dû confronter mes idéaux à la réalité d'un système. Merci beaucoup Marion, merci. Ce que nous décrit Marion au travers du témoignage de Marie, témoignage fictif donc de la commission d'enquête, samedi prochain, allez-y. Ça s'appelle comment ? Le néocolonialisme. Ah, un nouveau mot. Mais ce que je trouve hyper intéressant, je vous conseille les livres de François-Xavier Verschave et tout le travail de l'association Survie, qui a fait un super travail pour expliquer les rouages et qui a fait beaucoup d'enquêtes pour expliquer comment se mettre en place ce type de système de néocolonialisme et comment est-ce qu'en fait la France garde, c'est ce qu'on disait un peu, la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire malgré le fait que l'indépendance soit arrivée, la structure qui permet à l'argent d'arriver ou aux décisions de se prendre, tout ça reste empreint de colonialité et notamment sur cette question de l'agriculture. Et là, je vais reboucler avec la preuve que j'avais juste avant. C'est que, comme je vous ai dit, donc, le monument aux gloires de l'expansion coloniale, il est abandonné au fin fond du bois de Vincennes, dans un endroit qui s'appelle le jardin d'agronomie tropicale. Et ce lieu, en fait, c'était le jardin d'agronomie coloniale. Son nom a été changé à la fin de la colonisation, donc c'est devenu tropical. Et c'est l'endroit, en fait, où la colonisation, en gros, l'empire colonial organisait comment elle allait répartir ses semences. Donc, par exemple, on fait beaucoup d'arachides au Sénégal. C'est des choses qui sont décidées au jardin d'agronomie colonial. Le coton au Mali, le cacao en Côte d'Ivoire. Vous allez avoir l'EVA en Indochine qui permet de faire les pneus Michelin, etc. Tous ces trucs-là, ça va être décidé dans cet endroit où aujourd'hui a abandonné ce monument. Et aujourd'hui, quand vous rentrez au jardin d'agronomie donc tropical, vous vous rendez pas compte de toute cette histoire. Enfin, si vous la voyez quand même, parce qu'il y a plein de plantes. Vraiment, c'est un endroit assez bizarre. Et surtout, vous avez l'IRD, l'Institut de recherche et développement, et toutes les institutions qui organisent justement ce type, qui financent, l'Institut Pasteur, etc. Toutes ces institutions qui financent le développement et le développement agricole notamment dans le monde et qu'on appelle justement tout ce qu'on appelle aide au développement pour l'agriculture, elles sont toutes localisées, les sièges, dans cet endroit-là. Sauf que, pardon, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un peu facile de taper sur les anciennes puissances coloniales, sachant que les indépendances ont eu lieu il y a 70 ans, qu'il y a eu des pouvoirs en place, des états-majors politiques, économiques, qui ont co-organisé ces ressources qui, du coup, arrivent ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pas un peu facile que de se dire « c'est la faute de la France » ? Non, je pense que c'est pas que la faute de la France, effectivement. Moi, j'ai envie de dire, en tant que Français, la meilleure chose à faire déjà, c'est de commencer à se regarder dans la glace et à déconstruire ce qu'on a construit ou bien se remettre en question. Si on commence à donner des leçons aux Sénégalais sur comment ils doivent chasser leur président au pouvoir ou aux Ivoiriens, on reproduit directement cette attitude coloniale pour laquelle le problème existe. Donc déjà, ça c'est difficile. Mais ensuite, ça ne veut pas dire que les Africains n'ont pas de responsabilité. Et encore une fois, et là, il faut regarder l'histoire. Si on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un des grands alliés dans ce qu'on appelle la France-Afrique, et quand vous regardez comment les présidents arrivent au pouvoir, ou même comment la structure
politique des pays est organisée. Par exemple, les élections ou les lois qui sont écrites en français dans des pays qui parlent en fait pas français. Comment vous pouvez parler de démocratie dans des endroits où les gens ils parlent 50 langues, mais il n'y en a quasiment aucun qui écrit ou qui lit réellement le français, à part une élite. Et là, vous dites qu'il y a eu des élections où les gens ont compris les programmes politiques des présidents, ensuite les ont élus, et c'est ces présidents qu'on va tenir responsables. En fait, non, il y a un système qui fait que les modes de gouvernement ne fonctionnent pas et sont intimement connectés avec le pouvoir français. On l'a vu notamment au Gabon, là, actuellement, au Mali. En t'écoutant parler, je pensais à Jacques Chirac, questionné sur... Haïti, et qui lance cette phrase très célèbre aux États-Unis, beaucoup moins ici. Haïti n'était pas une colonie française à proprement parler, c'est un pays avec lequel nous partageons une langue, on se demande comment ça s'est fait, et surtout un pays très pauvre que la France, dans sa volonté humaniste, essaie d'aider. Alors, moi, en t'écoutant parler, je pensais à Jacques Chirac, questionné sur... Haïti, et qui lance cette phrase très célèbre aux États-Unis, beaucoup moins ici. Haïti n'était pas une colonie française à proprement parler, c'est un pays avec lequel nous partageons une langue, on se demande comment ça s'est fait, et surtout un pays très pauvre que la France, dans sa volonté humaniste, essaie d'aider. Il a dit ça où ? Vous pouvez le trouver, très facile, c'était un entretien, et nous on travaille beaucoup sur cette interview. Et lorsqu'on pense à l'effacement, parce que dans la langue aujourd'hui, lorsque votre équipe de foot se prend un 13-0, on dit c'est une bérésina. C'est censé être la plus grande défaite de Napoléon. Mais la plus grande défaite de Napoléon, c'est pas la bérésina, c'est Vertières. C'est la défaite d'Haïti, de Saint-Domingue, qui lui fait perdre ses ambitions américaines, qui est le début de la fin de l'Empire. Et le fait que on ne dise pas une Versière, qu'on dise une Bérésina, le fait qu'on puisse faire un film sur Napoléon sans parler d'Haïti, le fait qu'aujourd'hui, combien de personnes savent que la colonie la plus riche d'Amérique et la colonie la plus riche de la France, c'était Saint-Domingue. Qu'est-ce que ça dit sur la manière dont on a créé justement ce nous ? Comment est-ce qu'on est devenu nous ? Qu'est-ce que la France d'aujourd'hui ? Et c'est pour ça que moi je dis très souvent que j'ai beaucoup de mal avec le mot décoloniser, parce que ce qui a été perdu, on parle de vie perdue, on parle de futurs qui ne sont pas advenus. Moi, quand je parle de mon amie Aïssata, qui est aujourd'hui la marraine de ma fille, c'est un futur qui a été empêché. Donc ce qui a été perdu dans cette cale, dans cette histoire, est trop gros pour être réparé. Donc il faut faire avec ces cassures. Donc il faut accepter qu'il y a une cassure. Et c'est ce qu'on n'accepte pas lorsqu'on nous dit que l'universalisme est plein, qu'il n'y a rien à y toucher, que la République est belle, qu'il n'y a rien à y toucher, que nous devons... Moi, j'ai 2 espaces d'expression dans l'espace public, c'est le silence, ne rien dire, ou la gratitude, dire merci à la France. Je ne peux pas dire ce que je veux dire, ce que je dois dire. Donc la réparation, c'est accepter de faire avec ce qui a été, et surtout accepter de faire ce qui est maintenant. Parce que la France du 27 novembre 2023, c'est pas la France de 1789, c'est pas la France de Napoléon, c'est cette France avec nous. Et accepter que nous sommes constitutifs de ce présent-là, que nous sommes nés d'un passé et qu'on va essayer d'avancer en étant nous, mais on ne peut pas le savoir sans savoir c'est quoi ce nous. Je vais juste terminer sur une petite chose, sur cette question du récit, pour la raison pour laquelle, et ce n'est vraiment pas pour pathologiser les choses, mais pour revenir sur cette question de la langue, moi je compare très souvent la France à un patient à qui on annonce qu'il a un cancer en phase 2, donc c'est un peu compliqué mais ça peut encore se soigner, et qui dit mais moi je dirige l'Académie française, mon voisin il dirige le Bordas, l'autre il dirige le Larousse, on va juste enlever le mot cancer de tous les dictionnaires, de la télé, ce mot n'existera pas. C'est ça qu'on a fait avec la race, c'est ce qu'on essaie de faire avec toutes ces questions, d'enlever les mots. Et pendant ce temps, la maladie continue de se développer. Donc, prendre en compte nos récits. Et par rapport à ce roman national que moi, j'ai appris par cœur et que j'arrive aux États-Unis et qu'on me dit, t'es française, tu as parlé de Fanon. Je ne savais pas qui c'était Fanon. Se dire qu'on n'est pas là pour enlever des pages, mais c'est juste qu'à un moment, je me rends compte que j'ai appris ce livre littéralement par cœur et que ce livre, en fait, on passe de la page 2 à la page 5. Que le haut de la page 6 est caché, que le bas de la page 7 est écorné. Et donc, loin d'enlever des pages, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les révéler. C'est de les révéler. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Merci, Someboy. Merci, Mame Fatou. Et à très bientôt. Merci à toi, surtout. Cette séance a été enregistrée le 27 novembre 2023.
avec la participation de Mame Fatou Niang, Someboy Vrenon, Elia Pockner et Nora Hamadi à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.